Où en est la consommation de drogue, de toutes les drogues en France et en Europe? C'est la question du Grand Angle ce vendredi. Pour en parler, deux invités sur le plateau du 64 minutes. D'abord François Bec, bonsoir. Bonsoir. François Bec, vous êtes le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT. Vous êtes sociologue et en deux mots, la mission de cet observatoire, c'est faire des enquêtes et surtout informer les pouvoirs publics, les professionnels et le grand public sur les drogues et toutes les addictions. En face de vous, Laurent Carilla, bonsoir. Bonsoir. Laurent Carilla, vous êtes psychiatre, addictologue, c'est-à-dire que vous êtes spécialisé dans toutes ces addictions, justement. Les drogues, on va en parler, le tabac, l'alcool ou même le sexe, paraît-il. C'est aussi quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Moi, le sexe, j'aime bien. Voilà. Alors, première question, François Bec, on consomme de plus en plus de drogue d'année en année en France. C'est une progression constante? Alors non, on peut pas dire ça comme ça parce que la consommation des drogues, c'est un phénomène qui est extrêmement variable. Ouais. Donc les tendances sont pas les mêmes selon le produit qu'on observe, selon les populations aussi qu'on va observer. Ouais. Donc du coup, il faut rentrer un petit peu dans le détail. Et il y a aussi l'idée que on a beaucoup de polyconsommation, c'est-à-dire des personnes qui consomment plusieurs de ces produits-là. Alors, qu'est-ce que vous appelez une drogue, d'ailleurs? Ce serait intéressant de savoir. Alors, nous, on raisonne plutôt en termes de substances psychoactives. D'accord. Et donc, du coup, on s'intéresse plus aux effets des produits à tout ce qui concerne l'aspect légal. Et donc, pour nous, le tabac, l'alcool sont les premières substances consommées en France. Donc, c'est une forme de drogue. Oui, vous ne les appelez pas comme ça, mais c'est une substance psychoactive, donc qui a une influence sur l'activité psychique. Voilà, sur l'activité psychique qui est liée à une morbidité, une mortalité aussi qui peut être importante. Dans le cas de l'alcool et du tabac, c'est les produits qui ont les mortalités les plus importantes, par exemple. Et vous, en tant que psychiatre, votre définition d'une drogue, c'est quoi? C'est une substance, comme François, c'est une substance qui va agir sur le cerveau, qui va modifier le fonctionnement cérébral et qui va, de fait, avoir des répercussions sur les comportements, sur le psyché, sur le physique. Alors, on va voir un tableau qui classifie ce que vous appelez les expérimentateurs. Enfin, vous étudiez pas que les expérimentateurs, hein, vous voyez aussi les usagers, ils m'ont pas donné tous les chiffres, mais c'est pour donner une idée. Donc, c'est l'alcool qui est en tête de... l'expérimentateur, c'est quoi? C'est celui qui consomme au moins de l'alcool une fois de temps en temps Dans notre définition, l'expérimentateur, c'est celui qui a déjà essayé un produit. Donc, dans le cas de l'alcool, en France, c'est un indicateur qui montre avant tout que culturellement, le produit est extrêmement présent. Voilà. Pour des produits plus rares, comme la cocaïne et l'héroïne, ça va être une expérience de vie beaucoup plus marquante, évidemment. Enfin, ça donne une idée d'une sorte d'ordre de grandeur de la consommation, parce qu'on voit le tabac en deuxième position, ensuite le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy est loin derrière l'héroïne. Bon, alors il y a des types de drogues, il y en a beaucoup. Hein, les gens connaissent, j'imagine, c'est le cannabis, ça c'est la plus connue. C'est toutes les formes de... Champion d'Europe, non? Ouais. Oui, c'est ça. En France, les Français sont champions d'Europe de la consommation. C'est devenu une maladie de l'adolescent et du jeune adulte, le cannabis. Donc avec beaucoup de consommations différentes, avec différents produits, différents dosages. Vous venez de parler de l'adolescence, c'est un moment clé en fait pour la consommation des drogues. Le cannabis, c'est devenu un peu ça maintenant. Enfin, la population qu'on voit, c'est ados et jeunes adultes, quoi. Et alors, ce qu'on peut ajouter aussi sur le cannabis, c'est que la majorité des gens qui en consomment à l'adolescence vont l'abandonner assez tôt au passage à l'âge adulte, avec les différentes étapes de quand on. Alors c'est l'éternelle question. Est-ce que quand on consomme une drogue dite, est-ce qu'il y a des drogues légères ou pas? Est-ce que le cannabis est une drogue légère? Alors moi je considère que non. L'idée c'est que c'est la manière dont on va utiliser ces produits-là finalement qui est douce ou qui est dure, et donc on peut très bien avoir un usage dur du cannabis, c'est-à-dire s'assommer littéralement au cannabis, se déscolariser à cause du cannabis, et donc on peut pas dire que c'est un produit doux. Laurent Carilla, pourquoi le cannabis n'est pas une drogue légère? Enfin, c'était drogue douce, drogue dure, parce que c'est toutes des drogues. Je veux dire, elles agissent tous sur les mêmes systèmes au niveau cérébral, avec à différents endroits pour chaque drogue. Et puis, je veux dire, les effets sont identiques sur les cascades de problèmes au niveau du cerveau. Après, c'est vrai que les conséquences peuvent être différentes, mais on a beaucoup de choses en commun. Je veux dire, cannabis peut être cardiotoxique, enfin agir sur le cœur et entraîner des complications. La cocaïne, c'est pareil, avec une gradation différente du problème. Est-ce que vous constatez aussi, comme on le dit souvent, un passage du cannabis, après on va passer à une drogue plus dure, pas vraiment? La théorie de l'escalade, c'est la cocaïne et puis à l'héroïne. C'est un peu compliqué. Moi, je pense que on est dans... Le cannabis est un produit illicite extrêmement présent, et je pense que c'est
plus facile pour des populations vulnérables qui ont commencé le cannabis de basculer vers d'autres produits, mais il faut prendre en compte d'autres facteurs. Je veux dire, tout le monde ne commence pas le cannabis et va, enfin tout le monde c'est exagéré, mais ceux qui commencent le cannabis vont pas forcément vers d'autres substances. Mais le tabac est toujours là, l'alcool est toujours là. On est plutôt dans ce schéma-là, moi, je crois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'idée, c'est qu'il y a à peu près la moitié des ados qui vont essayer le cannabis. Et puis, par contre, la moitié des ados en France touchent au moins une fois dans leur vie à du cannabis. À peu près, ouais, c'est ça. Et en revanche, quand on regarde les chiffres de la cocaïne, de l'héroïne, on est sur des comportements qui deviennent presque rares. Donc ça veut dire qu'une immense majorité de ces expérimentateurs de cannabis vont pas du tout aller plus loin. En revanche, quand on regarde, et c'est ce que disait un peu Laurent, quand on regarde les gens qui consomment de la cocaïne, ils sont à peu près tous à un moment passés par le cannabis, mais aussi par l'alcool et le tabac. Donc du coup, il y a des formes de carrière. Le cannabis est vraiment devenu un phénomène de société, on peut le dire, en France en particulier. Alors c'est la question tout de suite sur la libéralisation, de la dépénalisation de cette drogue, du cannabis. Est-ce que l'un et l'autre vous y êtes favorable? Pour l'instant, il y a une discussion en France sur le fait d'éventuellement de transformer la consommation de cannabis d'un délit, ça deviendrait une contravention. Il y a des députés qui ont proposé ça. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, c'est extrêmement compliqué en France. On est très loin des histoires de légalisation comme il y a aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ce serait une question autour de la dépénalisation, c'est-à-dire modifier la loi autour du cannabis et puis faire des restrictions sur les ados, sur la conduite automobile, etc. Mais ce serait ça les pistes, à mon avis, de travail autour de la dépénalisation. Moi, je suis favorable. Vous y êtes favorable pourquoi vous y êtes favorable? Parce que vous pensez que ce serait une manière d'éviter. C'est comme dit François, il y a des arguments sur. C'est vrai que le cannabis, à un certain moment, les gens l'arrêtent. Je veux dire, il y a des gens, il y a une petite portion de la population consommatrice qui consomme et qui n'a pas de danger. Il y a une autre population qu'on voit en consultation, qu'on voit en soins et qui est atteinte par une maladie addictive. Donc, je pense qu'il faut revoir cette question autour du cannabis. Et vous, sur la légalisation du cannabis? Les expériences qui ont lieu actuellement, je pense en Uruguay en particulier, c'est pas aux très États-Unis. Positif, paraît-il, d'après ce que j'ai vu. Alors, nous, on a mis en place une enquête pour essayer justement de faire l'évaluation dans différents pays qui ont des réglementations différentes, pour essayer de voir quelles sont les conséquences qui peuvent en être tirées. Et donc, notre objectif, c'est de nourrir la réflexion, le débat avec ces éléments-là. Qui sont des éléments d'évaluation des politiques publiques, en fait. Mais ce serait pas une bonne manière de lutter contre cette drogue, de la dépénaliser, de la contrôler, en fait, d'en contrôler aussi les filières peut-être de distribution. Ce qu'on observe actuellement, c'est que il y a des modèles de régulation qui sont assez variables en Europe. Et quand on essaye de les mettre en regard des situations, qu'est-ce qui se passe effectivement, comment les gens consomment, quelles sont les proportions d'usagers dans les populations, c'est un paysage qui est extrêmement disparate en Europe. Il y a des pays qui ont des manières très répressives sur le cannabis et qui ont des niveaux d'usage qui sont très bas, et d'autres qui ont des niveaux d'usage qui sont très hauts. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe qu'il faut étayer avec il faut pas que les décisions reposent sur l'émotion, il faut qu'elles soient étayées par des connaissances scientifiques, quoi. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et sur l'idée donc de faire passer la consommation de cannabis d'un délit à une contravention, donc de diminuer la sanction, ça vous semble une bonne idée? De toute façon, là actuellement, la loi n'est pas appliquée pour le cannabis. Je veux dire, non. Ouais. Ah oui, la loi la loi de 70 n'est pas appliquée, donc. La loi qui considère le cannabis comme une. C'est un délit en fait. C'est pas. C'est pas appliqué. Donc il faudrait modifier les choses avec des restrictions encore une fois pour les mineurs et pour les questions de conduite automobile. Alors, un mot sur ce qu'on appelle les expériences de salles de shoot. Il va y en avoir peut-être, ça va, je pense, être autorisé dans la loi en France. À Paris, il y aura peut-être bientôt une installation d'une salle de shoot, comme ça existe, je crois, en Suisse, dans plusieurs villes, à Zurich, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ça, on parle plus de cannabis, là, on parle d'héroïne ou d'opiacés, de dérivés de l'opium. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être une alternative. Alors, les expériences des pays qui se sont lancés là-dedans, je pense à la Suisse, l'Australie, qui ont des expériences très anciennes de ces salles-là, nous montrent qu'à partir du moment où on prépare bien ces salles, qu'on prépare bien ces opérations avec les riverains, avec les usagers, avec les forces de l'ordre, c'est vraiment des outils finalement qui sont très très efficaces. Ça, la littérature internationale nous donne cette écho-là. Donc il y a tout. Donc vous en tant qu'observatoire, même si c'est pas vraiment votre rôle, mais c'est plutôt quelque chose que vous conseilleriez au pouvoir public si vous demandez votre avis. C'est ce que nous dit la littérature scientifique sur cette question-là, en tout cas.
D'accord. Et vous, les salles de shoot? Ah, mais moi j'aime pas trop le mot salle de shoot. Injection supervisée, ou des choses comme ça. Oui, employé en termes français d'ailleurs. Ouais, voilà. Et il y a aussi la question de la cocaïne fumée qui doit être intégrée dedans et qui sera probablement intégrée. Oui, moi j'y suis favorable à 100%. Et puis ça fait partie du paysage de réduction des risques et des dommages. Donc oui, à fond. Alors un mot peut-être sur la prévention. C'est aussi très important. Est-ce qu'on en fait assez en France? Par exemple, je pense en particulier dans le milieu scolaire, dans les écoles, dans les milieux professionnels, dans les médias. Est-ce qu'on fait assez de prévention en France? D'abord vous. Alors, est-ce qu'on en fait assez? Je sais pas. On fait jamais trop de prévention, à mon avis. La question, c'est peut-être est-ce qu'on fait la bonne? Oui, voilà. Et donc là, la mission interministérielle, la MIDECA, est en train de mettre en place une commission qui va permettre de faire l'évaluation des actions de prévention. Donc qu'on sache si ce qu'on fait, ce que font les acteurs de terrain, en se donnant beaucoup de mal, si c'est efficace ou pas. Et donc je trouve que c'est une démarche qui est vraiment positive parce qu'elle va nous permettre d'y voir plus clair. Donc de la prévention, oui, évidemment. Et quelle prévention? Voilà. Évaluons. La prévention, oui, mais quelle prévention? Moi, j'étais à Évry cet après-midi, devant 300 écoliers. Et j'ai monté un programme. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent aux 4 coins du monde qu'Évry, c'est la banlieue parisienne, c'est pas une... C'est la ville du Premier ministre, Manuel Valls. Et en fait, c'est pas la première fois, mais il y a différentes villes comme ça, et notamment qui organisent. J'ai un programme de prévention fait. Enfin, je parle en mon nom. Mais je crois qu'il faut en faire beaucoup plus de prévention. Un programme de prévention fait avec un chanteur de rock qui est Renaud Hanson. On a monté un projet où moi j'ai l'aspect plutôt médical et lui il a l'aspect de témoin puisque c'est un ancien consommateur de cocaïne. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour ces ados? Parce que leur faire peur, ça sert à rien. Non, alors pas peur, pas de jugement, etc. C'est des messages autour du cerveau, comme ce que je peux faire en consultation, autour du cerveau, autour de certains produits, autour de la consommation, autour des risques et des dégâts que ça peut faire sur la santé. Des dégâts, tout à fait, sans être horrible. Et Renaud Hanson, donc en deuxième ligne, lui témoigne de son parcours. Et on s'est aperçu, parce qu'on est en train de l'évaluer, on l'a fait dans différentes villes, que ça plaît. Et il y a les retours qu'on a en termes d'efficacité entre guillemets, c'est que les écoliers qui ont des problèmes ou les étudiants qui ont des problèmes commencent à aller vers des consultations orientées, etc. Comment est-ce qu'on peut prévenir? Donc oui, et la MIDECA est au courant aussi de ce projet puisqu'elle a validé un projet musical qu'on a fait ensemble. Un dernier mot sur le tabac et l'alcool. Est-ce qu'on en fait assez justement en termes de prévention? Parce qu'on a dit que c'était quand même aussi une forme de drogue. Alors on sait qu'en France il y a des intérêts énormes, il ne faut pas se le cacher. Oui, alors sur le tabac notamment, il y a un plan national qui vient d'être lancé, qui donc est assez ambitieux, avec des volets de prévention, le souci de ne pas aggraver les inégalités sociales aussi, parce que c'est souvent les gens qui sont dans des situations de précarité qui sont les plus fumeurs. Donc bon, je crois qu'on est sur la bonne direction. Ok, un sujet complexe et très vaste, mais en tout cas merci d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci Laurent Carilla et merci François Weg, merci à tous les deux.